réactions fusent de partout face aux propos provocateurs tenus par le chef d'état-major de l'armée ougandaise qualifiant les Wazalendo de force négative du côté de ses défenseurs de la nation. Ils se disent déterminés à poursuivre leur mission jusqu'au sacrifice suprême, quelles que soient les circonstances et devant n'importe qui. Et une sécheresse sévère a été constatée dans plusieurs villages du territoire de Aru. L'annonce a été faite dans le bulletin hebdomadaire de la coordination provinciale de la protection civile. Une année du gouvernement cheminois depuis son installation, le ministère du Développement rural dresse un bilan positif. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Les Wazalendo plus que déterminés à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, quelles que soient les circonstances et face à n'importe qui. Ces combattants ont réagi après les propos du général-major Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'armée ougandaise, promettant de les attaquer. Ils appellent donc la population à rester vigilants, engagés et déterminés. Regardez. Ce général pour l'Ouganda ne doit pas se jouer du peuple congolais parce que on connaît effectivement le rôle que joue l'Ouganda dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs depuis les années 1970, n'est-ce pas? Et c'est l'Ouganda ou le NRM qui est le parrain de DFPR ou le père DFPR, l'FPR qui a donné naissance à l'AFDEL, patati patata jusqu'à l'AFC actuellement. Et donc ça c'est connu. L'Ouganda doit avoir en tête que le peuple congolais retient, n'est-ce pas, le massacre de Kisangani, dont ils ont été obligés de payer l'indemnisation, n'est-ce pas, à la population congolaise. L'Ouganda, n'est-ce pas, où ce général doit connaître que le peuple congolais n'a jamais été naïf, malgré la bonne foi du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de vouloir à tout prix pacifier la région sans la guerre, mais l'Ouganda ne doit pas se jouer de nous. Et donc, nous les Wazalendo, nous maintenons le cap. Et ce qui est vrai, aucun militaire FARDC ne peut affronter les Wazalendo par le fait que nous sommes fils d'une même mère, n'est-ce pas, d'un même père, d'une même nation, d'une même patrie. Et donc, si l'Ouganda, les UPDF s'engagent non pas à traquer les RDF pour lesquels ils sont venus, nous savons le rôle qu'ils jouent au sein de la FCM23, nous savons où loge Corneille Nanga, où est-ce que Bertrand Bissimo se trouvait avant de se retrouver encore en RDC, où est-ce que Makenga se trouvait avant d'être en RDC, et donc tout ça, ça sera mis à nu, et le peuple congolais va se prendre en charge. Nous savons que c'est l'Ouganda qui avait facilité la chute de Bunagana. Nous savons que d'un côté, l'Ouganda a agi avec les FARDC dans les opérations conjointes à Nituri et au Grand Nord, et de l'autre côté, à Rutshuru, à Massissi, n'est-ce pas, au Sud Kivu, les UPDF sont avec les terroristes M23 RDF. Et donc, ils doivent cesser que nous sommes là déterminés à défendre notre patrie, quelles que soient les circonstances, et devant n'importe qui, nous allons résister. Et donc, qui n'essaie pas de nous toucher dans l'œil, parce que nous avons encore des plaies béantes, nous avons encore, n'est-ce pas, des cicatrices qui sont encore neuves par rapport à toutes les atrocités que nous avons connues depuis Kisangani, depuis l'AFDEL, depuis l'RCD et jusqu'à nos jours. Et toujours dans le même fil d'idées, réagissant à son tour aux propos provocateurs du chef d'état-major de l'armée ougandaise qualifiant les Wazalendo de force négative, l'acteur politique Dadi Saleh recadre le général Muhoozi. L'analyste politique fait remarquer que le fils Museveni ne peut s'hasarder à leur coller cette qualification au moment où ils sont considérés comme une force qui soutient les forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage à Nico Kassanda. Nous avons tous suivi les déclarations du général Muhoozi, les fils de Museveni, par rapport au fait qu'il a posé dire que le Wazalendo serait des forces négatives. Mais nous les comprenons effectivement parce que il a une liaison directe avec le Rwanda et par rapport à la balkanisation indirecte déjà depuis plus de 18 ans de la République démocratique du Congo, l'Ouganda a été aussi un acteur principal. Et par rapport à la balkanisation indirecte, l'Ouganda est toujours un acteur principal, malgré le fait qu'on ait un partenariat au Souja avec le FARDC en République démocratique du Congo. Ce qui fait que nous demandons exactement au gouvernement congolais de bien comprendre que nous devons
tout faire pour éviter une diplomatie naïve et une politique d'Autriche. L'Ouganda ne peut pas être considéré comme un partenaire fiable, malgré ce que je viens de citer des opérations, parce que nous connaissons très bien leurs intentions et qu'effectivement, pour l'instant, nous savons très bien que le chef de l'État a donné un document avec la RAL, Réserve armée de la défense, qui considère le Ouazalendo comme une force légale en République démocratique du Congo. Donc, le général Muhoozi ne devrait pas s'hasarder à qualifier ce que le chef de l'État a appelé des enfants du pays, des patriotes, des gens qui aiment la nation, qui défendent la nation, des forces négatives. Nous ne devrions pas confondre beaucoup de forces négatives contre, comme les ADF et les autres, avec le Ouazalendo. Pour l'instant, les Ouazalendo sont des vrais patriotes qui se battent pour la terre de leurs ancêtres et pour la nation. Ils ne sont même pas contre le chef de l'État. C'est ça une originalité. Et qu'effectivement, c'est seulement eux, avec le FARDC, où nous savons nos enfants meurent pour la nation. Et ils se battent corps et âme et sont en train d'être organisés dans la rade comme demandé par les chefs de l'État. Donc, on demande au chef de l'État de demander aux partenaires ougandais et surtout à Muhoozi qui, on sait qu'il y a contre-courant et en énervant presque tout le monde, il fait des déclarations intempestives. Donc, nous demandons effectivement qu'il puisse retirer ce mot-là et que sinon, la République démocratique du Congo, avec le président de la République, devait les considérer comme personne non grata. Et puis le ministre de la Communication rassure les populations de Goma et Bukavu que le gouvernement est de cœur avec elles et qu'il fait de la partie orientale sous occupation de l'ennemi sa priorité. Patrick Muyaya l'a dit au cours d'un échange avec les professionnels des médias. Suivez plutôt le propos de Patrick Muyaya recueilli pour vous par Nico Kassanda. Je voudrais m'adresser à nos populations qui sont dans les parties sous occupation justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité. Ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population au moins. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion, alors que nous devons être en confiance. Et nous, gouvernement, ce que nous faisons, c'est de passer justement ce message. Non pas seulement de solidarité, non pas seulement de soutien, mais aussi ces messages qui leur permettent de lutter contre la manipulation. J'ai rencontré une bonne frange de ceux qui sont venus ici à Rome, j'ai discuté avec eux et nous nous sommes mis d'accord que, quelle que soit la nature de problème que nous avons, nous ne pouvons pas laisser un peu d'espace à l'ennemi pour apporter un message de division. Et bien, le VPM de la Défense nationale a clôturé sa mission officielle dans le Grand Équateur. Guy Kabombo Mwadiamvita a visité plutôt la 13e région militaire avant d'effectuer une tournée en Bandaka, à Lissala, Gemena et Gbadolite. Le VPM de la Défense était venu s'enquérir de la situation des militaires dans ce coin de la République démocratique du Congo. On en parle avec Nico Kassada. La 13e région militaire a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale,
Maître Guy Kabombo Mwadianvita, qui a achevé sa tournée après avoir sillonné Mbandaka, Lissala, Gemena et Badolite. Le camp Mouchi a constitué l'ultime étape de cette mission où le responsable de la défense nationale a animé une causerie morale avec les différentes unités de la garnison de Mbandaka. Cette rencontre visait à aborder les problématiques qui affectent cette région militaire. En toute franchise, les militaires ont pu exprimer leurs préoccupations au vice-premier ministre de la Défense, un geste inédit qui témoigne de sa volonté d'établir une proximité avec ses troupes. Les difficultés mineures ont été rapidement résolues sur place. Au-delà des problèmes réglés, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a rassuré aux hommes en uniforme qu'ils tiendraient compte des diverses préoccupations dans l'élaboration de la politique de défense en cours. Concernant les questions des spoliations du camp et des domaines militaires, le leader de la défense nationale congolaise a affirmé que des mesures rigoureuses seront mises en œuvre pour rétablir les droits de l'armée. Dans le cadre d'un vaste programme de réforme et de reconstruction des forces armées de la RDC, il était essentiel pour lui d'évaluer la situation opérationnelle actuelle et d'examiner les conditions d'exercice de FARDC dans cette région du nord-ouest du pays. On change carrément de chapitre. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence au bureau de la coordination des affaires humanitaires séjourne à Kinshasa. Arrivé le lundi 23 juin pour une visite officielle de 4 jours, il va devoir discuter des affaires humanitaires avec les dirigeants du pays. On en parle avec Bénédicte Kokemo. Ce sont des défis humanitaires urgents auxquels font face la République démocratique du Congo qui justifie la présence de Tom Fletcher, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Arrivé le lundi 23 juin à Kinshasa, une rencontre a déjà eu lieu avec la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba et autres hauts fonctionnaires du pays, discutant des défis humanitaires urgents auxquels le pays est confronté, notamment les déplacements, l'accès à l'aide vitale et la protection des civils dans les zones touchées par le conflit. Tom Fletcher a salué la résilience du peuple congolais et a réitéré l'engagement de l'ONU à travailler main dans la main avec les autorités congolaises et les partenaires locaux pour soutenir la réponse humanitaire et promouvoir la stabilité du pays. Jusqu'au 27 juin, les rencontres sont prévues avec différents dirigeants travaillant dans des questions humanitaires au pays. Et de l'autre côté, le VPM de l'Intérieur a procédé à l'inauguration de l'école de la police de Kapalata à Kisangani dans la province de la Chopo. La cérémonie a eu lieu le lundi 23 juin en présence des autorités locales et militaires de cette province de la République démocratique du Congo. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, a procédé le lundi 23 juin 2025 à l'inauguration officielle de l'école de police de Kapalata, située à environ 7 km de la ville de Kisangani, dans la province de la Chopo. Au cours de la cérémonie, le VPM de l'Intérieur a instruit aux autorités de la PNC de démarrer sans tarder la formation de première promotion afin de renforcer les capacités opérationnelles de la police et de répondre aux exigences des sécurités publiques. Le VPM de l'Intérieur a salué les efforts réalisés par le corps du génie de la police nationale congolaise qui, en un temps record de 70 jours, a su étendre sur 13 hectares cette école et peut désormais accueillir jusqu'à 2000 apprenants. Aujourd'hui, nous avons un instrument. Nous avons réhabilité un instrument utile qui va permettre à la formation de nos enfants, de nos frères et de nos jeunes sœurs qui ont cette vocation-là de participer à la sécurisation de notre territoire, de nos populations et de leurs biens. Aujourd'hui, nous avons l'instrument. Mais le plus important, c'est de l'utiliser à bon escient. Et ici, je m'adresse au commissaire général de la police, ainsi qu'à tout le commandement de la police nationale
congolaise. Le coût total des travaux s'élève à environ 500 000 $ américains financés par le gouvernement central via le ministère de l'Intérieur. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a partagé son expertise électorale avec une délégation de l'Agence nationale de gestion électorale tchadienne conduite par son président. C'était le lundi 23 juin au siège de la CENI ici à Kinshasa. Nico Kassanda, reportage. Accompagné de Patricien Seya, Paul Mouindo et Sylvie Birembano, respectivement rapporteur adjoint et questeur adjoint de la centrale électorale, le président de la CENI, Denis Kadima, a échangé avec une délégation de l'Agence nationale électorale du Tchad, conduite par son président Ahmed Barchiret. Cette délégation était venue s'enquérir de l'expérience de Denis Kadima en matière de gestion électorale. Au terme de leurs échanges, Ahmed Barchiret a salué le haut niveau de l'expertise électorale congolaise, désormais source d'inspiration pour d'autres pays africains. Nous sommes venus ici pour échanger nos expériences et surtout que au niveau de la CENI, ils ont eu déjà cette expérience de faire également comme nous. Ils ont eu à faire plusieurs élections. La seule différence, c'est que nous, on a fait toutes nos élections de manière manuelle, alors qu'ici, il y a eu la digitalisation. Et on voudrait voir quelle est cette expérience de cette digitalisation que nous aimerions également voir se développer pour nos futures élections au Tchad. Oui, c'est bien ça. Et c'est pour ça que eux également, au niveau de la CENI, ils vont chercher à voir également comment nous avons pu organiser ces élections parce qu'ils ont également constaté que tout n'est pas aussi parfait au niveau de la CENI et qu'ils cherchent aussi à améliorer le système pour les futures élections. C'est la même chose que nous, on voudrait faire et nous ne voudrions pas déjà, nous voudrions profiter de l'expérience de la CENI pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été constatées ou s'il y a des défaillances, comment les combler avant d'organiser ces élections chez nous. Selon le programme, la délégation tchadienne se rendra au centre électoral Bossolo à Kingabwa afin de découvrir le dispositif de publication et de transmission sécurisée des résultats. Je vous le disais au sommaire, plusieurs territoires, villages plutôt du territoire d'Arou, font face à une sécheresse sévère. C'est le bulletin hebdomadaire de la coordination provinciale de la protection civile qui l'a annoncé. C'était le lundi 23 juin. L'EDT avec Bénédicte Kokemo. Selon l'annonce faite par la radio Okapi, le bulletin hebdomadaire de la coordination provinciale de la protection civile, publié lundi 23 juin, il est relevé qu'une sécheresse importante frappe plusieurs villages du territoire d'Arou, ayant perduré depuis le mois de mars, et cela non pas sans impact négatif sur l'agriculture, l'élevage et les conditions de vie des populations locales. Plusieurs groupements sont durement affectés, particulièrement la chefferie de Bakwa, qui subit de plein fouet les effets de cette crise climatique. Une sécheresse des puits d'eau rendant difficile l'accès à l'eau, impactant directement l'agriculture et l'élevage, deux activités essentielles pour la survie des communautés locales. On va prendre cette brève en sport. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association porte à la connaissance de l'opinion sportive en général et des clubs engagés à la 59e Coupe du Congo, en particulier que le tirage au sort des quarts des finales aura lieu ce mercredi 25 juin 2025 à 11h au siège de la FECOFA ici à Kinshasa, à Gombe. À l'international, l'élection prochaine en Ouganda, le président Museveni va briguer un nouveau mandat. C'est son parti politique qui a fait cette confirmation selon le média international. Suivez.
Il est parmi les dirigeants africains à être resté aussi longtemps à son poste, étant au pouvoir depuis 1986 avec 4 décennies de règne. Âgé de 80 ans, son parti politique, le Mouvement de la Résistance nationale, a confirmé sa candidature à la présidentielle de janvier prochain. Pour avoir la possibilité de prolonger son règne, Museveni a dû faire modifier la constitution du pays. Une annonce confiante affirmant que sa candidature est d'un soutien populaire malgré les critiques sur l'utilisation des forces de sécurité en vue de la consolidation de son pouvoir. L'ex-chanteur et adversaire politique, Bobi Wine sera son principal rival, celui-même qui contestait le résultat des élections présidentielles de 2021. Et puis le gouvernement suminois a totalisé une année depuis son installation, 12 mois. Après, quel bilan dans différents secteurs de l'exécutif? Focus sur le ministère du Développement rural. La suivait le ministre d'État Moïdo Zangui. Un accès à des titres simplifiés au niveau rural pour les aider à sécuriser leurs terres. On a la garantie locative, population à Yokagapasi. Nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Dans le secteur à tourisme, c'est le seul secteur où Mbongo Oye Kota est directement dans la poche des Congolais. Carburant d'Engekita. Vous savez que le PAC, de manière générale, nous demande en fait de donner accès à une éducation de qualité. L'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre sur votre chaîne. Nous avons reçu des assignations de Madame la Première ministre sur instruction au chef de l'État pour accomplir sa vision dans ce secteur clé de la vie. Comme vous le savez, le monde rural, c'est 70% de la population congolaise. C'est aussi 95% de l'espace congolais qui est occupé. Et donc la première action que nous avons eu à mener, c'est d'abord de parachever la programmation du développement dans le pays. C'est très important ce que nous avons fait, puisque vous savez, on doit avoir une ligne de conduite. Et après le PDL 145 territoires, il était question que nous puissions avoir une programmation pour consolider les acquis de ce qui a été fait dans le cadre du PDL 145 territoires. C'est comme ça que nous avons mis en place ce qu'on appelle le PADER. C'est le vaste programme qui nous a permis de circuler dans tous les pays pour voir les réalités actuelles du pays, ajuster les tirs. Et ce programme nous a aidé à mettre en place 5 projets. Les 5 projets que nous avons commencé à lancer dans les pays. Nous avons le projet des voies navigables. À ce moment ici, je vous l'ai dit, nous avons déjà tracé la grande cartographie des voies navigables du pays pour essayer de désenglaver immédiatement 94 territoires sur les 145 territoires par les eaux. C'est comme ça que vous avez vu que je circule sur les eaux. Et donc, après les études que nous avons déjà menées et terminées, nous allons bientôt lancer, je crois la semaine prochaine, les travaux de balisage des voies de desserte agricole dans le premier bassin qui est le bassin du Kasaï. Le deuxième projet, c'est le projet de route de desserte agricole. Je crois que vous nous avez vu commencer déjà la route de Mupomba Mutefu dans le Kasaï central et le Kasaï oriental. Nous avons commencé la route Ndomba, que je suis allé lancer moi-même. Là, je viens de la Chuapa pour lancer la route des raccourcis qui quitte IA vers Bokungu, à quitter le territoire de Boende. Et donc, je ne peux pas vous citer ici l'ensemble des routes que j'ai déjà lancées, puisque je me suis déjà retrouvé pratiquement dans les 24 provinces sur les 26 du pays. Le troisième projet, c'est le projet de desserte en eau potable. Nous avons déjà la première partie, vous allez inaugurer des ouvrages dans les Grands Kasaï qui sont financés par le gouvernement congolais à travers les projets PRISE. Je suis allé lancer aussi d'autres ouvrages dans le territoire de Kungu, dans le territoire
de Kenge, dans le territoire de Boulungu, où nous faisons des projets complets de réseaux de distribution d'eau dans des villages. C'est-à-dire, on fait le captage, on fait le traitement, on fait le stockage par la construction de châteaux d'eau et on fait la distribution de l'eau dans les villages. Et les deux derniers programmes, les deux projets que nous allons mettre en œuvre, c'est d'abord le projet d'accompagnement agricole dans le milieu rural. Je crois que vous avez suivi que nous avons été dans des provinces comme les Haut-Touélé, que nous venons d'autres provinces pour lancer des germaux pépinières, pour appuyer la population à pouvoir planter massivement les produits agro-industriels. Et enfin, nous avons fait un grand projet sur l'appui des maraîchers autour des villes. Comme vous le savez, l'horticulture, donc la production de légumes et de fruits, dans les compétences du ministère du Développement rural. Nous sommes en train de vouloir réorganiser les paysans. Il existe dans ce ministère un projet qu'on appelle ProADER. C'est un projet que nous sommes en train de mettre en place, qui a été déjà mis en place dans la province de Kwilu, de Kwango et le Congo central, qui est un projet innovant, qui essaie effectivement de regrouper les agriculteurs autour d'un agrégateur, un champion, et ces champions ont donné la capacité de pouvoir faire des champs pour la population, mais surtout de pouvoir transformer sa production et la production de la population au niveau local. Watu waweze kutupatia confiance, kumpatia President wa Republic confiance ambaye ametupatia hiyo jukumu ya kufanya hiyo kazi, waweze vile kumpatia confiance Mama Judith Suminwa ambaye ndiye anakuwa mkuu kiongozi wetu anayetupatia sera zile ambazo tunafuata kwa kuweza kufanya kazi hii, kazi ya maendeleo. On va prendre le rappel de grands titres tout de suite. Des réactions fusent de partout face aux propos provocateurs tenus par le chef d'état-major de l'armée ougandaise qualifiant les Wazalendo de force négative du côté de ses défenseurs de la nation. Ils se disent déterminés à poursuivre leur mission jusqu'au sacrifice suprême, quelles que soient les circonstances et devant n'importe qui. Et une sécheresse sévère a été constatée dans plusieurs villages du territoire de Aru. L'annonce a été faite dans le bulletin hebdomadaire de la coordination provinciale de la protection civile. Une année du gouvernement souminois depuis son installation, le ministère du Développement rural dresse un bilan positif. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.